Imaginez-vous à 22 ans, poussé vers la sortie sans aucun point de chute, avec pour toute fortune un unique billet froissé de 10 euros au fond de la poche. C'est exactement la situation dans laquelle s'est retrouvée Élise. Avec ses dérisoires 10 euros, elle a fait un choix qui a stupéfié tout le monde. Elle a acheté une maison éclusière totalement en ruine, abandonnée et rongée par l'humidité depuis près d'un siècle sur les bergs silencieux du canal du Midi. Les habitants de la région l'ont crue folle, persuadés qu'elle venait d'enterrer le peu d'avenir qui lui restait dans un tas de pierres mortes que même la mairie cherchait à fuir. Mais ce que l'administration ignorait, ce que les villageois ne pouvaient pas soupçonner, et ce que le temps lui-même avait fini par effacer de toutes les mémoires, c'est que dans les entrailles glacées de cette bâtisse, scellée au cœur d'une muraille inviolée depuis la crue apocalyptique de 1930, se cachait un secret. Un héritage oublié qui n'attendait qu'elle et qui allait bouleverser son destin à tout jamais. Avant de descendre avec Élise dans les ténèbres de cette chambre secrète pour découvrir ce qui s'y trouve, prenez une petite seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. C'est votre soutien qui fait vivre ces récits oubliés. Installez-vous confortablement et restez avec nous jusqu'à la toute dernière minute, car la découverte inestimable qu'elle va mettre au jour derrière ces pierres centenaires risque fort de changer votre propre regard sur ces choses magnifiques que l'on croyait définitivement perdues. À 22 ans, Élise venait d'être doucement, mais irrémédiablement, poussée vers la sortie. Il n'y avait eu ni éclat de voix, ni cruauté dans cette annonce, juste une réalité pragmatique qui s'imposait à tous. La chambre d'amis qu'elle occupait chez son frère aîné allait devoir se transformer en nurserie avant l'arrivée de l'hiver. Sa belle-sœur attendait un enfant. C'était la vie qui suivait son cours naturel. Et face à cela, Élise n'éprouvait absolument aucune colère. Elle se sentait simplement déracinée, flottant dans une existence qui, soudainement, ne lui offrait plus aucun point d'ancrage. En silence, elle rassembla ses maigres affaires dans un sac de voyage usé, effaçant soigneusement toute trace de son passage dans cette pièce qui ne lui appartenait déjà plus. Ses possessions matérielles se résumaient à peu de choses, un inventaire bien modeste pour une jeune femme de son âge. Mais au fond de la poche intérieure de sa veste de travail, pliée avec une précaution quasi religieuse près de son cœur, reposait son unique et véritable trésor. C'était une vieille carte de navigation du canal du Midi, tracée sur un lin jauni par les décennies. Les larges auréoles laissées par l'eau et les bords effilochés racontaient une histoire bien plus ancienne et bien plus vaste que la sienne. Cette carte, c'était le legs précieux de son grand-père Marcel, le dernier lien tangible qui la rattachait à une époque révolue, à des souvenirs d'enfance dorés, et à un homme qui lui avait appris, pas à pas, à lire l'âme secrète de l'eau et de la pierre. Avec ce morceau de tissu usé pour toute boussole et un unique billet froissé de 10 euros pour seule fortune, Élise prit une décision qui allait bouleverser le cours de son existence. Pour cette somme de 10 euros, un montant dérisoire, purement symbolique, elle se porta acquéreur d'une maison éclusière totalement à l'abandon. La commune, épuisée par la gestion de ce patrimoine croulant, cherchait depuis des années à se délester de ce fardeau de pierre. C'était une bâtisse vénérable, vieille de plusieurs siècles, perdue sur le bord du chemin de halage, quelque part sous les voûtes majestueuses et protectrices des grands platanes du Languedoc. Les murs épais de pierre blonde, rongés par un siècle d'humidité fluviale, portaient en eux le poids d'un silence assourdissant. La lourde porte d'entrée en chêne massif était scellée depuis si longtemps que le bois semblait avoir fusionné avec la maçonnerie environnante. Cette modeste maison se dressait, solitaire, près d'une écluse au bassin ovale, un véritable chef-d'œuvre de l'ingénierie du XVIIe siècle dont la splendeur s'était effacée sous les ronces. Ces portes colossales n'avaient plus été manœuvrées, ni même effleurées par la coque goudronnée d'une péniche, depuis la grande crue dévastatrice de mars 1930. Personne, dans toute la région, ne voulait de cette ruine. Pour les habitants des villages voisins, ce n'était qu'un tas de pierres mortes, un vestige inutile condamné à retourner lentement à la terre sombre du canal. La mairie avait fini par considérer l'endroit comme une cause désespérée, un fantôme du passé bien trop coûteux à réhabiliter. Mais Élise, avec son regard façonné par les récits de Marcel, voyait les choses autrement. En contemplant les herbes folles qui dévoraient les bajoyers de l'écluse et l'épaisse mousse verte qui étouffait les anciennes pierres de taille, elle ne voyait pas la fin tragique d'un monde, mais un monde en attente, suspendu dans le temps. Elle n'avait nulle part où aller, aucune famille pour la retenir, et la modernité de la ville ne lui offrait qu'un horizon d'indifférence. Alors, elle avança le long de la berge silencieuse, l'esprit rempli des échos du passé. Ce qu'Élise ignorait encore en franchissant ce seuil envahi par la végétation sauvage, c'est que derrière ces murs glacés, dans une obscurité inviolée depuis près d'un siècle, dormait un secret profondément enfoui. Un héritage oublié dans les entrailles mêmes du bâtiment, et qui n'attendait que ses mains pour renaître au grand jour. Toute l'enfance d'Élise avait été bercée par le chant discret de l'eau en mouvement. Elle avait grandi dans un petit village de la région du Languedoc, où le canal du Midi ne se contentait pas de traverser le paysage,
mais en dessinait l'âme même. C'était un univers de sensations intenses, gravé dans sa mémoire sensorielle avec une précision infinie. Elle connaissait par cœur cette lumière si particulière du sud, celle qui filtre à travers le feuillage dans ces majestueux des vieux platanes pour venir dessiner des dentelles d'ombre mouvantes sur le sol. Elle portait en elle l'odeur âpre et sucrée de la terre cuite par le soleil brûlant doux, mêlée aux effluves humides et minérales qui s'échappaient des berges. Le murmure lent, presque éternel, de l'eau verte glissant contre la pierre calcaire était la mélodie de fond de ses plus lointains souvenirs. Pour elle, le canal n'était pas une simple étendue d'eau, c'était une entité vivante, un ruban d'émeraude qui reliait les générations. Son grand-père, Marcel, était l'homme qui lui avait offert ce monde. Marcel n'était pas un simple observateur du canal, il en était l'enfant légitime, le gardien des mémoires englouties. Son propre père avait été batelier, un de ces hommes rudes et fiers qui guidaient les lourdes barques de charge à la force de leurs bras et de la patience des chevaux de trait. Avant que la grande crue destructrice de mars 1930 ne vienne ravager les infrastructures et anéantir définitivement le transport commercial sur cette voie navigable, le canal était une artère palpitante de vie. Marcel avait grandi au rythme lent des péniches en bois, lourdement chargés de tonneaux de vin corsé et de sacs de grains dorés, qui remontaient paisiblement le courant en direction de la grande ville rose, Toulouse. Les chevaux avançaient tête baissée, les naseaux fumant dans l'air frais de l'aube, tirant la lourde corde de halage qui frôlait la surface de l'eau. Ces voyages épiques étaient rythmés par le passage complexe des écluses, ces grands escaliers d'eau où bateliers et éclusiers échangeaient des nouvelles, des invectives amicales et des rires francs. Le vieil homme avait passé les douces soirées de l'enfance d'Élise à lui raconter cette époque. Mais il ne parlait jamais du canal avec la distance froide d'un professeur d'histoire récitant des dates mortes. Il lui décrivait les reflets pourpres du vin nouveau qui tachait parfois les quais de chargement, la poussière blonde du blé qui volait dans l'air étouffant de l'été, et le bruit sur des lourdes portes de chêne qui se refermaient dans le crépuscule. Sous la voix grave et rocailleuse de Marcel, le passé se relevait de ses cendres avec une texture palpable, des couleurs vibrantes et des odeurs prégnantes. Lorsqu'ils se promenaient ensemble sur les rives, là où les autres ne voyaient qu'un fossé d'eau tranquille et des vestiges de pierre recouverts de lierre, eux voyaient tout autre chose. Marcel avait le don de superposer l'image de son passé glorieux sur le paysage endormi du présent. Il suffisait qu'il pointe son doigt noueux vers un tournant du cours d'eau pour qu'Élise entende soudain le claquement sec des sabots sur le chemin, ou qu'elle perçoive le grincement lourd des cordages de chanvre tendus à se rompre sous le poids d'une péniche. Pour la petite fille et le vieil homme, le canal commercial n'était pas mort. Il continuait de respirer, invisible aux yeux des profanes, vibrant d'une vie secrète que seul leur amour partagé et leur patience infinie permettaient d'invoquer. C'était un héritage de l'esprit, une cartographie intime d'un monde disparu qui lui avait patiemment tatoué sur l'âme. Chaque fin d'après-midi, alors que le soleil déclinait et teintait la surface du canal d'une lueur profondément cuivrée, un rituel sacré s'accomplissait. Marcel et la toute jeune Élise arpentaient ensemble le chemin de halage. Marcel marchait d'un pas délibérément lent, presque mesuré. Les promeneurs pressés qui les croisaient auraient pu attribuer cette lenteur au poids implacable des années, mais Élise savait qu'il n'en était rien. Son grand-père possédait encore l'ossature solide et la vigueur robuste des hommes de la rivière. S'il ralentissait ainsi l'allure, c'est parce que ce sentier de terre ocre exigeait une forme absolue de révérence. On ne traverse pas un tel sanctuaire de mémoire au pas de course. Le chemin de halage était le lieu même où résidaient les histoires, et ces histoires réclamaient une cadence spécifique, un rythme doux qui permettait à une petite fille de tout observer, de tout absorber. Le point d'or de ces longues promenades crépusculaires était invariablement l'approche d'une chambre d'écluse. C'est là, face à ces immenses bassins ovales, véritable prouesse d'ingénierie conçue au XVIIe siècle sous l'impulsion de bâtisseurs visionnaires, que Marcel transmettait son savoir le plus précieux. Il ne lui enseignait pas des dates ou des noms grandiloquents, il lui enseignait l'art subtil de lire la pierre. Il prenait la petite main d'Élise, la guidait vers les immenses murs de soutènement et la posait à plat contre la maçonnerie froide et rugueuse. Sous ses doigts d'enfant, la paroi silencieuse devenait soudainement un livre ouvert, chargé de murmures. Avec une douceur infinie, il lui apprenait à ressentir le grain même du calcaire taillé, une roche blonde polie par des siècles de batellerie, usée par le frottement répété des cordages et mordue par les crues hivernales. Il lui montrait comment distinguer, à la seule force du toucher, la différence cruciale entre les époques. Elle apprenait à reconnaître le mortier d'origine, un mélange ancestral de chaux aériennes et de sable fin de rivière, une matière souple et vivante qui respirait avec les saisons, par opposition aux rustines grises, dures et sans âme du ciment moderne, appliqué à la hâte par des ouvriers bien trop pressés. Ensemble, ils scrutaient chaque bloc massif à la recherche des marques de tâcherons, ces signatures secrètes gravées par les maîtres tailleurs de pierre, il y a plus de 300 ans. Une croix, un compas,
une étoile discrète, des symboles mystérieux laissés dans l'ombre humide des bajoyers, qui ne se révélaient qu'à ceux qui prenaient véritablement le temps de s'arrêter. Cette quête silencieuse et méticuleuse ne consistait pas seulement à débusquer des symboles oubliés de tous. L'acte même de chercher constituait la véritable leçon. Au fil des années, promenade après promenade, sous les voûtes protectrices des platanes, Marcel forgeait chez sa petite fille une patience infinie et une acuité visuelle tout simplement hors du commun. Il façonnait en elle un véritable et clinique, une capacité rare et précieuse à isoler le détail infime dans l'immensité confuse d'un paysage. Élise apprenait à regarder une chose avec une telle profondeur, une telle immobilité calculée, qu'elle pouvait immédiatement percevoir ce qui s'était altéré depuis sa dernière visite. L'infime fissure dans un joint d'étanchéité, la légère inclinaison anormale d'une porte de chêne centenaire, l'usure asymétrique d'une charnière forgée noircie par le temps, rien ne lui échappait. Sans même s'en rendre compte, le long de cette voie d'eau majestueuse, Élise acquérait bien plus qu'une simple leçon d'histoire locale. Elle apprenait à observer le monde avec une empathie silencieuse, une compréhension viscérale de la matière et du temps, construisant ainsi, pierre après pierre, l'outil le plus inestimable de toute son existence. C'est au cœur de ces marches vespérales, alors que les ombres s'étiraient sur le canal, que Marcel invoquait la figure de Guillaume Lefebvre. Pour Élise, ce nom résonnait non pas comme celui d'un simple ouvrier du passé, mais comme celui d'un gardien mythique, l'esprit tutélaire de leur écluse bien-aimée, l'écluse des brumes. Marcel racontait l'histoire de cet homme avec la déférence que l'on réserve aux bâtisseurs de cathédrales. Guillaume Lefebvre avait passé 40 années de sa vie à habiter la modeste maison éclusière de pierre blonde qui surplombait le bassin ovale. 40 années de dévouement absolu, sans vacances, sans relâche, sa vie entière réglée par métronome implacable, le glissement lourd et continu des péniches sur la voie d'eau. Il n'était pas de ces hommes qui redoutaient l'effort. Nuit et jour, au premier coup de corne brumeux d'un batelier signalant son approche dans la pénombre, Guillaume sortait de sa chaumière. Qu'il pleuve à verre sous les averses glaciales de novembre, ou que le vent du nord morde les visages, il affrontait les éléments. Marcel décrivait la musculature noueuse de l'éclusier, façonnée par l'effort colossal de manœuvrer les portes monumentales. Des vantaux de chêne massif, renforcés par des bandes de fer forgé, pesant chacun plusieurs tonnes, qu'il fallait ouvrir et refermer à la force des bras, tournant inlassablement les manivelles rouillées. Il avait accompli ce geste des dizaines de milliers de fois. Il le faisait avec une fierté silencieuse, convaincu que son action, bien que modeste, était le cœur battant qui permettait au sang du commerce de circuler librement entre les deux mers. Guillaume Lefebvre connaissait l'écluse des brumes comme sa propre chair. Il savait exactement comment le courant se comportait selon le vent, il anticipait le caprice des remous, il connaissait le son particulier que produisait la pierre lorsque la chambre se remplissait. Il était le maître absolu de ce petit royaume aquatique, le chef d'orchestre d'une symphonie de bois, d'eau et d'acier. Mais cet empire patiemment construit s'effondra lors de ce matin apocalyptique de mars 1930. La nature, dans sa fureur aveugle, déchaîna une crue d'une violence inouïe. Les eaux, d'ordinaire si dociles, se soulevèrent, engloutissant les chemins de halage, arrachant les arbres centenaires et submergeant l'œuvre de toute une vie. Marcel racontait, la voix assombrie, comment Guillaume avait dû fuir, abandonnant sa maison et ses écluses, impuissant face au déluge de boue et de débris qui signait la fin définitive de l'ère commerciale du canal. L'eau s'était retirée, mais elle avait emporté avec elle le sens même de l'existence de l'éclusier. Le temps, qui s'écoulait d'ordinaire avec la lenteur majestueuse du canal, s'accéléra soudainement, emportant avec lui les piliers de l'univers d'Élise. La première rupture survint un matin d'automne, discret et gris, lorsque grand-père Marcel s'éteignit. Sa mort fut à son image, paisible et silencieuse, comme une barque qui glisse doucement hors de la vue au détour d'un méandre. Pour Élise, alors tout juste adolescente, cette disparition créa un vide abyssal. L'homme qui lui avait appris à lire le monde n'était plus là pour traduire les murmures de la pierre. Mais l'épreuve ne s'arrêta pas là. La maladie, sournoise et implacable, vint frapper sa mère quelques années plus tard. Après un long combat acharné, elle aussi tira sa révérence, laissant Élise et son frère nés seuls face aux décombres de leur foyer. La modeste maison de son enfance fut vendue, dispersant au vent les derniers vestiges de sa vie d'avant. Dépouillée de ses racines, l'existence d'Élise se fragmenta. Elle entama une errance silencieuse, devenant une locataire de l'ombre dans des chambres d'amis prêtées par courtoisie, une intruse discrète dans la vie bien rangée de son frère et de sa belle-sœur. Pour survivre, elle avait trouvé un emploi modeste d'assistante dans une petite clinique vétérinaire de la région. C'était un travail humble, fait de nettoyage et de standards téléphoniques, mais la vétérinaire en chef avait vite remarqué chez cette jeune femme taiseuse une acuité singulière.
Élise percevait une boiterie imperceptible, la légère modification d'une respiration, le regard voilé d'un chien avant même l'apparition des symptômes cliniques. Elle ignorait alors que ce coup d'œil infaillible, cette attention minutieuse portée aux infimes variations du vivant, était l'héritage direct de ces heures passées à scruter la texture du calcaire et les joints des écluses avec Marcel. Alors que tout autour d'elle se fissurait, que les relations humaines s'étiolaient et que l'avenir prenait des allures de terrain vague, Élise s'accrocha à son unique certitude. Chaque soir, invariablement, elle fuyait la chaleur de ces foyers qui n'étaient pas les siens pour retrouver le chemin de halage. La promenade initiée par son grand-père était devenue sa véritable bouée de sauvetage. Sous le ciel plombé de l'hiver languedocien ou dans la moiteur écrasante des soirs d'été, elle marchait seule. Le rythme régulier de ses pas sur la terre battue agissait comme un baume sur son âme épuisée. C'était le seul moment de la journée où elle ne se sentait plus de trop, le seul instant où le monde retrouvait un sens, une texture et une ligne directrice. L'écluse des brumes l'attendait toujours, majestueuse et impassible. Les drames personnels, les deuils successifs, les déménagements forcés n'avaient aucune prise sur ces pierres taillées du XVIIe siècle. La terre ocre du sentier était toujours aussi dense sous ses semelles. Les hauts murs de soutènement conservaient leur blondeur familière et les immenses portes de chêne, pétrifiées dans leur immobilité, arboraient toujours ces mêmes ferrures rongées par la rouille. Face au chaos d'une vie qui lui échappait totalement, la permanence têtue de cette architecture oubliée devenait son seul véritable réconfort. Élise comprit alors, au fil de ces kilomètres solitaires, qu'une maison n'est pas nécessairement faite de 4 murs et d'un toit que l'on possède. Parfois, un foyer est simplement une marche 1000 fois répétée, un sanctuaire de silence et de certitude. Quoi qu'il arrive, la pierre et l'eau finissent toujours par vous reconnaître et vous accueillir. De retour dans la réalité tangible du présent, sous la lumière crue et bourdonnante des néons de la petite mairie communale, le contraste était saisissant. Face à Élise, de l'autre côté du guichet en formica, l'employé municipal la regardait avec une incrédulité mêlée d'une vague pitié. La greffière, une femme aux lunettes tombantes qui avait vu passer bien des dossiers administratifs, peinait véritablement à comprendre pourquoi une jeune femme de 22 ans souhaitait acquérir une ruine sans eau courante, sans électricité et sans aucun accès carrossable. Mais les documents étaient en règle et la décision de la commune irrévocable. Élise posa délicatement un unique billet froissé de 10 € sur le comptoir. En échange, après un ultime coup de tampon officiel qui résonna dans le bureau comme une sentence définitive, l'employé poussa vers elle un trousseau ténébreux. C'étaient 3 clés en fer forgé, noires, massives, lourdes comme des ancres de navire, reliées par un anneau profondément oxydé. Élise ferma la main sur ce métal froid et rugueux. Ce n'était plus un rêve d'enfant ou une vague abstraction. Elle venait de devenir l'unique propriétaire de l'écluse des brumes. Le sac de voyage usé battant contre sa hanche et la précieuse carte de son grand-père Marcel toujours blottie près de son cœur, Élise entama la longue marche familière sur le chemin de halage. Mais ce jour-là, l'air n'avait plus la même densité. Le chant strident des cigales dissimulées dans les platanes centenaires semblait résonner différemment, vibrant d'une urgence nouvelle. Ce n'était plus la promenade mélancolique d'une âme en peine cherchant refuge dans les souvenirs. C'était la marche assurée d'une femme qui rentrait enfin chez elle. La terre ocre crissait sous ses semelles, chaque pas la rapprochant de ce sanctuaire de pierre blonde qui l'attendait patiemment au bord de l'eau, majestueux malgré l'abandon. Lorsqu'elle arriva devant la maison éclusière, elle s'arrêta un instant pour la contempler. La bâtisse, silencieuse sous son manteau de lierre sauvage, semblait la dévisager avec bienveillance. Élise détacha la clé la plus grande du trousseau, celle destinée à la lourde porte d'entrée en chêne massif dont le bois grisâtre s'était fendillé sous l'assaut impitoyable des saisons. Elle inséra le fer antique dans la serrure. Le mécanisme, endormi depuis des décennies, offrit une résistance têtue, puis céda dans un gémissement métallique profond qui fit s'envoler 2 hérons cendrés sur la berge opposée. D'une poussée ferme de l'épaule, elle fit céder le battant. En franchissant le seuil, Élise fut instantanément happée par une atmosphère d'une densité poignante. Ce n'était pas simplement une pièce abandonnée, c'était un tombeau temporel. L'air y était lourd, saturé par une odeur âcre et immémoriale, celle de l'humidité fluviale incrustée dans le salpêtre, de la poussière minérale et de la vase séchée. Un unique rail de lumière traversait la pénombre, révélant des myriades de particules en suspension. Au cœur de cette pièce unique et voûtée trônait une cheminée monumentale, un de ces grands cantus traditionnels en pierre de taille où l'on pouvait autrefois s'asseoir pour échapper au froid mordant des nuits d'hiver. Le sol en taumettes patiné disparaissait sous une épaisse couche de terre et d'oubli. Mais ce qui frappait le plus, c'était le silence. Un silence absolu, presque palpable, résonnant d'une force inouïe. La maison retenait son souffle. Elle était restée figée, intacte, engourdie dans les ténèbres depuis ce jour funeste de 1930. Debout dans la pénombre,
Entourée par ces murs qui avaient résisté à la fureur du monde, Élise prit une longue inspiration. Pour la première fois depuis des années, respira librement. Après avoir contemplé l'espace principal, Élise laissa son regard dériver vers le fond de la pièce, là où un étroit couloir de pierre s'enfonçait dans la pénombre. Elle détacha la deuxième clé du trousseau, une pièce de fer plus fine mais tout aussi lourde d'histoire. Cette clé ouvrait une petite porte basse qui menait directement au niveau des fondations. C'était la salle des machines, le véritable cœur battant de l'écluse, enfoui sous la terre pour surplomber la chambre vide du grand bassin. En poussant le battant grinçant, elle descendit quelques marches inégales. L'air y était encore plus dense, chargé de l'haleine glaciale de la roche souterraine. Une simple meurtrière, découpée dans l'épaisseur vertigineuse du mur, laissait filtrer un fin pinceau de lumière grise, révélant la silhouette colossale qui occupait l'espace confiné de cette cave voûtée. Devant elle se dressait un chef-d'œuvre de l'ingénierie mécanique, une roue de fer massif, large comme l'envergure d'un homme, arrimée à la maçonnerie par de puissants arceaux métalliques. Cette roue monumentale était reliée à un axe de transmission complexe, un enchevêtrement fascinant d'engrenages qui s'enfonçait dans la muraille en direction des portes extérieures. Ce mécanisme ingénieux n'avait pas été conçu par caprice. Il permettait autrefois à l'éclusier de manœuvrer les formidables vantaux de chaînes sans avoir affronté la violence des éléments. Lors des tempêtes dévastatrices ou dans le froid mordant du Mistral hivernal, un homme seul pouvait, depuis l'abri de cette pièce, dompter la puissance du canal. La structure était aujourd'hui figée par un siècle d'abandon, recouverte d'une croûte de rouille sombre qui lui donnait l'aspect d'une bête endormie. Élise s'approcha lentement et posa la paume de ses mains sur le bord glacial de la grande roue. Le contact du métal envoya un frisson le long de ses bras. Elle ferma les yeux, imaginant l'effort colossal de Guillaume Lefebvre, pesant de tout son poids sur cet anneau d'acier par les nuits de gel. Elle ressentait presque la tension des muscles, le grincement guttural du fer contre le fer, la résistance colossale de l'eau repoussée. C'est alors que son regard glissa au-delà de la mécanique. Cet œil clinique, forgé soir après soir lors de ses longues marches avec son grand-père Marcel, cet œil capable de lire l'anatomie secrète des murailles, s'arrêta sur un détail absolument imperceptible. Juste derrière l'axe de transmission principal, là où la barre d'acier pénétrait la paroi calcaire, l'agencement des blocs de pierre présentait une irrégularité subtile. Élise s'approcha pour examiner la surface de plus près. Contrairement à l'ensemble de la pièce où les moellons étaient intimement liés par un mortier ancestral blanchi par le salpêtre, 3 blocs rectangulaires avaient été posés à sec. Ils étaient emboîtés avec une telle adresse que la ligne de faille disparaissait dans l'ombre, mais l'absence de liant était indéniable. Quelqu'un avait volontairement préparé cette paroi pour qu'elle puisse être démontée. Avec une prudence infinie, elle glissa le bout de ses doigts dans l'infime interstice séparant la première pierre. Elle exerça une pression lente, régulière, faisant doucement levier. La lourde masse minérale résista, puis pivota dans un léger raclement. Elle retira le premier bloc, puis le deuxième, et enfin le troisième. Derrière ce mur de pierre, une sombre cavité, une niche secrète délibérément creusée au cœur de la forteresse, venait d'apparaître sous ses yeux. Élise plongea la main dans l'obscurité glacée de la cavité minérale. Ses doigts rencontrèrent d'abord une surface métallique lisse, étonnamment froide et incroyablement dense. Avec une précaution presque respectueuse, retenant son souffle, elle ramena l'objet vers la faible clarté dispensée par la meurtrière. C'était une manivelle lourdement forgée dans un laiton massif d'une qualité exceptionnelle. Puis, explorant à nouveau la cachette, elle en sortit une seconde, rigoureusement identique à la première. Ces 2 pièces maîtresses présentaient une tige hexagonale conçue pour s'emboîter avec une précision absolue dans les axes de manœuvre des portes, surmontée de solides poignées en bois sombre. Ce bois n'était ni verni ni apprêté, mais profondément patiné, lissé et magnifiquement poli par des décennies de frottement constant, par la sueur, l'effort répété et la chaleur des paumes de Guillaume Lefebvre. En soupesant ces outils parfaits, Élise ressentit instantanément toute la gravité du labeur qu'il représentait. Chaque fibre de ce bois lustré semblait contenir la mémoire vibrante des milliers de rotations effectuées au fil des saisons, au cœur des nuits d'hiver ou sous le soleil cuisant de l'été. Ce qui fascinait le plus la jeune femme, et qui forçait un respect immense, c'était l'état de conservation absolument miraculeux de ces objets. Alors que tout le reste de la machinerie environnante avait succombé aux assauts impitoyables de la rouille, de l'humidité ambiante et de l'abandon, alors que le canal lui-même s'était tristement envasé, ces manivelles avaient traversé le siècle avec une insolente perfection. En les scellant ainsi au cœur de la muraille, l'ancien éclusier ne les avait pas seulement protégés des eaux tumultueuses et dévastatrices de la crue historique de mars 1930. Il les avait délibérément soustraites à l'avidité des pillards et à l'opportunisme des ferrailleurs qui, dans les décennies d'après-guerre, avaient méthodiquement dépouillé les infrastructures industrielles de la région de tout le métal précieux.
Cette niche secrète n'avait rien d'une simple cachette improvisée dans l'urgence. C'était un sanctuaire inviolable, un véritable coffre-fort minéral conçu par un esprit lucide pour défier la morsure du temps et la convoitise des hommes. Au fond de l'étroite cavité restait encore quelque chose. En glissant à nouveau le bras, Ellie sentit le frôlement délicat d'une matière bien plus fragile. Elle en retira un cylindre de papier fort, soigneusement enroulé sur lui-même et préservé de la moisissure rongeuse par la sécheresse relative du cœur de la pierre. En le déroulant avec une infinie délicatesse sur le sol poussiéreux de la salle des machines, elle découvrit un schéma technique dessiné à la main d'une précision d'orfèvre. C'était une coupe transversale de l'ensemble du mécanisme d'engrenage interne, tracé à l'encre noire avec une minutie qui tenait de l'art. Chaque rouage, chaque axe de transmission, chaque point de tension reliant la grande roue intérieure aux immenses vantaux extérieurs y était méticuleusement répertorié. Des annotations, rédigées d'une écriture cursive élégante, régulière et ferme, parsemaient la marge, indiquant les fréquences de graissage vital et les points de faiblesse structurelle à surveiller. Ce parchemin technique constituait l'âme de l'écluse, transmise par un homme qui avait compris que la mémoire mécanique menaçait de disparaître avec lui. Enfin, blottie sous le document roulé, gisait la dernière relique de ce trésor enfoui. C'était une simple lettre, pliée en 4, rédigée sur un papier lourd et texturé qui avait doucement jauni sur les bords, prenant la couleur chaleureuse de l'ivoire ancien. L'encre avait conservé sa teinte sombre, indélébile. En tenant cette feuille entre ses doigts maculés de poussière, Élise comprit viscéralement qu'elle ne tenait pas un banal document historique. C'était une voix qui traversait le siècle, une présence intime ayant patienté dans les ténèbres, prisonnière de la pierre blonde du Languedoc, dans l'espoir fou et bouleversant qu'un jour, des mains capables de comprendre sa véritable valeur viendraient enfin briser son sceau. Élise remonta à la surface, quittant l'obscurité glaciale et confinée de la salle des machines pour retrouver la lumière crue du jour. Elle marcha d'un pas lent jusqu'au bord du grand bassin ovale et s'assit sur la margelle de pierre usée, les pieds balançant dans le vide au-dessus de la chambre de l'écluse tapissée d'une mousse sombre. Autour d'elle, l'eau verte et immobile du canal reflétait la ramure majestueuse des grands platanes. Avec des gestes d'une infinie précaution, elle déplia la lettre, lissant le papier épais et texturé sur ses genoux. L'écriture à l'encre noire, à la fois élégante, penchée et résolument ferme, semblait palpiter sous la douce chaleur du soleil méridional. C'était la voix de Guillaume Lefebvre qui s'élevait enfin, claire et indomptable, franchissant le gouffre béant du siècle. À vous qui découvrirez ces outils, je m'appelle Guillaume Lefebvre. Je suis l'éclusier de l'écluse des Brumes depuis 40 années. Nous sommes au matin du 3 mars 1930 et les eaux se soulèvent avec une rage aveugle. Le fleuve déborde de son lit, la crue est d'une violence inouïe. L'eau boueuse monte bien au-dessus du couronnement des lourdes portes pour la première fois de mon existence. Les estafettes venues de Toulouse ont apporté des nouvelles sans appel. La navigation est totalement suspendue. Dans mon cœur meurtri, je sais pertinemment qu'elle ne reprendra jamais. L'ère glorieuse des grandes pénisses de bois et des chevaux de halage s'achève définitivement aujourd'hui sous ce déluge d'apocalypse. Mais je refuse de céder à la fatalité de cette destruction. Chaque mot couché sur le papier portait une dignité poignante, une rébellion silencieuse et majestueuse contre l'effacement. Je retire ce matin même les manivelles de laiton des axes de manœuvre. Je refuse catégoriquement que la fureur des eaux ne les emporte dans l'oubli, tout comme je refuse qu'elles ne finissent jetées aux marchands de ferraille par des hommes cyniques qui ne verront en elles qu'un misérable poids de métal. Ces manivelles ne sont pas de la vulgaire ferraille. Elles sont le prolongement direct de mes bras, les instruments sacrés de ma raison d'être. Elles ont ouvert et fermé les portes de cette écluse des dizaines de milliers de fois. La lettre prenait ensuite un tour plus technique, vibrant d'une dévotion quasi religieuse envers la mécanique. Le mécanisme intérieur, dont je vous lègue le plan détaillé, ne mourra pas avec moi. Il continuera de tourner pour vous, si vous prenez le soin indispensable de graisser les roulements principaux à l'automne et au printemps, et de remplacer rigoureusement la goupille de l'arbre de transmission. Je suis un vieil homme regardant la montée des eaux avec effroi, mais je n'ai absolument aucune peur pour ces murs. Les bâtisseurs du XVIIe siècle qui ont taillé et assemblé ces blocs de calcaire possédaient le génie de l'éternité. Je sais que cette maçonnerie tiendra bon. Je sais que la niche secrète résistera. Le dernier paragraphe frappa Élise en plein cœur. Je sais surtout qu'un jour lointain, une personne franchira de nouveau le seuil de cette maison abandonnée. Une personne dotée d'une patience suffisante pour ressentir le poids du silence, pour poser ses mains sur le fer froid de la grande roue, et pour remarquer que les pierres derrière l'axe ne sont pas scellées. Les manivelles sont à vous. Le schéma est à vous. Graissez les engrenages. Remplacez la goupille. Et tournez la roue. Ouvrez la porte. Élise resta longuement immobile, la brise tiède balayant doucement son visage.
Face à l'écluse endormie, elle fit une promesse solennelle aux eaux tranquilles. Elle allait tourner cette roue. Profondément bouleversée par cette voix d'outre-tombe, Élise replia la lettre avec une immense délicatesse. Assise sur la margelle de pierre blonde, baignée par la lumière déclinante du Languedoc qui caressait doucement la surface de l'eau, elle formula une promesse silencieuse. Ce fut un serment intime, inébranlable, liant trois âmes par-delà le gouffre du temps. Elle s'adressa mentalement à Guillaume Lefebvre, l'éclusier dévoué qui refusait la mort de son œuvre, et à son grand-père Marcel, l'homme bienveillant qui lui avait appris à lire les cicatrices invisibles du monde. Elle leur jura que cette bâtisse ne serait plus un tombeau oublié. Ce vœu solennel marqua le début d'une entreprise titanesque, une résurrection physique et spirituelle qui allait exiger d'elle chaque once de son énergie, de sa volonté et de cette patience infinie forgée au fil des kilomètres sur les chemins de halage. Dès le lendemain à l'aube, baignée par la brume fraîche du matin, Élise entama le travail colossal de restauration de la chambre du bassin. Ce fut le commencement de longues semaines d'un labeur solitaire et éreintant, un corax en grave corps brutal, et épuisant avec près d'un siècle d'abandon absolu. Le fond de l'immense cuvette ovale, véritable chef-d'œuvre architectural du XVIIe siècle, étouffait sous plus d'un mètre de vas séchés, de limons accumulés par les débordements successifs, de racines rebelles et de strates de feuilles pour y tomber des platanes centenaires. Armée d'une simple pelle, les mains rapidement meurtries par des ampoules brûlantes qui finirent par se transformer en d'épaisses callosités protectrices, elle creusa inlassablement. Elle arracha les branches mortes qui s'étaient enchevêtrées au fond du bassin, évacuant la terre lourde brouette après brouette, travaillant sans relâche jusqu'à ce que l'obscurité totale et le chant insistant des grillons l'obligent à s'arrêter, les muscles tremblants de fatigue. Son attention minutieuse se porta ensuite sur les monumentaux vantaux de chêne. Le bois d'origine, d'une densité exceptionnelle, avait miraculeusement survécu à la pourriture, mais les immenses charnières, forgées par des artisans oubliés, étaient totalement prisonnières d'une gangue de boue fluviale calcifiée, devenue avec les décennies aussi dure que la pierre elle-même. Munie d'un vieux burin à froid et d'un maillet rouillé déniché dans un recoin poussiéreux de la chaumière, Élise entreprit de libérer ses articulations figées. Frappe après frappe, éclat après éclat, elle fit sauter la croûte minérale. Le son clair et perçant du métal heurtant le métal résonnait contre les parois de calcaire, chantant la lente et douloureuse renaissance de l'infrastructure. Elle passait des heures entières agenouillée dans la boue humide, grattant, nettoyant, redonnant vie aux ferrures noircies avec une dévotion absolue. Une fois la maçonnerie et la lourde menuiserie extérieure dégagées, elle retourna dans l'atmosphère confinée et ténébreuse de la salle des machines. Déployant le précieux schéma technique de Guillaume Lefebvre sur le sol, elle en étudia chaque trait avec l'attention d'un maître horloger. Respectant à la lettre les instructions rédigées en 1930, elle nettoya scrupuleusement l'axe de transmission. Elle retira la crasse d'un siècle avec des chiffons, traqua la moindre trace de rouille abrasive et appliqua une graisse épaisse et généreuse sur chaque roulement, chaque denture des engrenages délicats. Elle façonna une nouvelle goupille pour l'arbre principal, l'insérant avec une précision millimétrée. Dans la pénombre de la cave, couverte de cambouis, Élise ne réparait pas simplement un mécanisme oublié. Elle renouait le fil d'une histoire brutalement interrompue, préparant le cœur de fer de l'écluse à battre de nouveau après 100 années d'un sommeil que tous croyaient éternel. L'aboutissement de cette lutte acharnée arriva par une radieuse matinée de la fin du printemps. L'air était d'une douceur absolue, imprégné du parfum sucré des genêts en fleurs, et la lumière dorée du Languedoc ruisselait à travers le feuillage dans des immenses platanes qui bordaient la rive. L'écluse des brumes, débarrassée de sa gangue d'oubli, de boue et de ronces, se dressait avec une dignité retrouvée, majestueuse et silencieuse sous le ciel d'un bleu profond. Élise s'avança lentement vers la massive porte aval, là où le canal semblait s'arrêter net contre une muraille de chêne noirci. Le cœur battant d'une appréhension mêlée d'une exaltation indicible, elle tenait fermement dans ses mains calleuses la lourde manivelle de laiton poli, cet objet précieux qu'elle avait extrait des ténèbres de la muraille des mois auparavant. Ses doigts s'enroulèrent autour de la poignée de bois sombre, épousant parfaitement la forme patinée jadis façonnée par les paumes puissantes de Guillaume Lefebvre. Avec des gestes précis et mesurés, elle inséra la tige hexagonale du lourd outil métallique dans l'empreinte creusée au sommet de l'axe manœuvre. Le contact du laiton contre le fer forgé produisit un cliquetis sec, net, qui résonna étrangement dans le silence absolu de la matinée. Élise prit une profonde inspiration, emplit ses poumons de l'air tiède du canal et pesa de tout le poids de son jeune corps sur la manivelle. Dans les premières secondes, rien ne se produisit. L'inertie colossale d'un siècle d'immobilité totale résistait avec une force écrasante. Le colosse de chêne et de fer brut, profondément ancré dans sa torpeur centenaire, semblait refuser catégoriquement de céder. Élise ferma les paupières, puisa au plus profond de ses réserves épuisées et poussa avec l'énergie du désespoir, convoquant la force tenace de son grand-père et la détermination silencieuse de l'ancien éclusier.
Soudain, un frisson imperceptible parcourut la lourde machinerie enfouie. Puis, une plainte sourde s'éleva, un gémissement guttural et profond, venu des entrailles même de la terre et de la pierre. C'était la voix rauque du fer antique raclant contre le fer, le cri puissant du chêne centenaire tiré brutalement de son long sommeil. Le son vibrant, impressionnant, remonta tout le long du grand bassin, rebondissant violemment contre les murs de calcaire taillés pour s'échapper finalement vers la voûte céleste. Et là, l'impossible se produisit. Le gigantesque ventail tressaillit. 1 millimètre, puis 2. Avec une lenteur infinie, d'une majesté absolue, la porte monumentale commença à pivoter sur ses axes massifs libérés de leur croûte de boue. Élise continua de tourner la manivelle de laiton, accompagnant le mouvement majestueux du géant. Et pour la toute première fois depuis le grand déluge dévastateur de mars 1930, les portes colossales s'ouvrirent en grand, laissant les eaux vertes, limpides et frémissantes du canal du Midi s'engouffrer dans le bassin vide, reprenant enfin leur cours libre et éternel. Debout, haletante, les larmes coulant sur son visage maculé de poussière, Élise regardait la vie déferler de nouveau au cœur de son écluse. Au fil des saisons qui suivirent, la vieille maison éclusière perdit sa froideur minérale pour s'imprégner d'une chaleur nouvelle et profondément réconfortante. Élise avait patiemment transformé cette ruine de pierre blonde en un véritable foyer, un nid douillet façonné par l'effort, le respect et la tendresse. Un feu de bois de platane crépitait désormais régulièrement dans l'immense cantou, chassant définitivement l'humidité séculaire, tandis qu'une douce lumière ambrée filtrait à travers les fenêtres à la tombée de la nuit, guidant le regard depuis la berge opposée. Son dévouement absolu et sa connaissance intime de l'ouvrage n'étaient pas passés inaperçus. L'Organisation des voies navigables de France, stupéfaite par la résurrection miraculeuse du mécanisme et du bassin, l'avait officiellement engagée comme gardienne du patrimoine et arpenteuse des berges. Désormais, elle parcourait le chemin de halage non plus comme une vagabonde en quête d'un toit, mais comme une sentinelle légitime et fière, partageant avec les promeneurs de passage l'histoire de la roue secrète et l'abnégation bouleversante de Guillaume Lefebvre. Par une sereine fin de journée d'octobre, alors que le ciel immense du Languedoc s'embrasait de spectaculaires teintes cuivrées, Élise s'assit sur la margelle familière. À ses pieds, les portes monumentales restaient grandes ouvertes, permettant à l'eau émeraude de s'écouler dans un murmure apaisant, comme une respiration enfin retrouvée. Elle regarda l'horizon, là où la longue piste de terre ocre se fondait doucement dans les ombres grandissantes des arbres. En observant cette ligne de fuite familière, elle saisit soudainement la plus belle et la plus profonde des leçons que son grand-père Marcel lui avait transmises lors de ses innombrables marches crépusculaires de son enfance. Il ne lui enseignait pas seulement l'histoire d'une voie navigable disparue ou l'art subtil d'inspecter les joints d'une maçonnerie de taille. Il lui bâtissait, pas à pas, une forteresse intérieure que rien ni personne ne pourrait jamais abattre. Marcel lui avait silencieusement prouvé qu'un chemin parcouru 1000 fois avec dévotion finit inévitablement par devenir une demeure absolue. Une chambre d'amis peut se transformer en nurserie, un bail peut s'achever, les familles peuvent s'éparpiller au gré des drames et des séparations, mais personne ne pourra jamais vous expulser d'un rituel profondément ancré dans votre âme. La permanence têtue de la terre battue, la fidélité éternelle de l'eau et la noblesse muette du calcaire constituaient son seul et véritable héritage. En offrant ses 10 ultimes euros pour cette ruine ignorée de tous, Élise n'avait pas simplement acheté de vieux murs endormis, elle avait réclamé son droit fondamental de s'enraciner. Elle savait enfin que la patience est l'unique clé capable d'ouvrir les portes les plus lourdes du destin. Si ce récit de résilience, de mémoire et d'amour pour les choses patientes a su toucher votre cœur, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. Partagez cette histoire avec ceux qui pourraient avoir besoin d'entendre que, même après les plus grandes tempêtes, il est toujours possible de rebâtir un foyer de ses propres mains. Et dites-nous dans les commentaires quel est ce chemin, cette simple promenade répétée, qui est devenue pour vous un véritable sanctuaire personnel que personne ne pourra jamais vous enlever. Merci de nous avoir écoutés si attentivement, et à très bientôt pour un nouveau voyage hors du temps.